Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons encore ce jour-là pour parler cours. Et là, nous entamons l'un des modules phares de la formation qui est relatif au financement des entreprises. Donc, relativement à ce cours-là, nous aurons abordé en chapitre 1 le financement par fonds propres, chapitre 2 le financement par endettement et par crédit bail, chapitre 3 le choix de financement et chapitre 4 le plan de financement. Il faut dire que les entreprises, pour financer leur activité, font un choix entre plusieurs options qui leur sont présentées. Donc, l'entreprise peut procéder par autofinancement ou s'endetter ou utiliser un crédit bail pour pouvoir financer son activité. Et ces différents modes de financement, bien évidemment, présentent des avantages et des inconvénients sur la structure de l'entreprise et sur son management. Donc nous ici, nous allons essayer d'étudier ces différents modes, voir leur implication et puis voir l'arbitrage qui est effectué au niveau de ces financements. Donc pourquoi à un moment donné l'entreprise va préférer l'autofinancement à l'endettement? Pourquoi elle va se tourner vers un crédit bail au lieu de procéder à un autofinancement? Donc, sans plus tarder, chapitre 1, le financement par fonds propres. Dans le financement par fonds propres, nous avons les fonds propres internes. En 2, l'augmentation de capital par apport en numéraire. En 3, les subventions. Et en 4, les quasi-fonds propres. Donc pour cette première séance de cours, nous allons travailler sur les fonds propres internes et l'augmentation de capital par apport en numéraire. Il faut dire donc que relativement aux fonds propres en interne, l'entreprise dégage des liquidités grâce à son activité courante. Donc, elle ne conserve pas pour elle la totalité des liquidités générées. L'entreprise va distribuer une partie de ces liquidités, mais va en garder pour disposer de ressources pour faciliter l'autofinancement. Donc, quand on parle d'autofinancement, on parle de ressources qui proviennent de l'activité de l'entreprise, des ressources qui ne nécessitent pas l'intervention d'un autre agent économique en dehors de l'entreprise. Donc, la formule la formule mathématique qui est donnée pour le calcul de l'autofinancement à une période n donnée, s'obtient en faisant autofinancement égal à capacité d'autofinancement à la période moins les dividendes distribués en n, dans cette période n. Donc, je vous disais tantôt que c'est dans l'ensemble des liquidités générées par l'activité de l'entreprise, il y a une partie qui est distribuée et une partie qui est gardée pour servir d'autofinancement. Voilà pourquoi on note de la capacité d'autofinancement les dividendes distribués en la période. Bien, il faut savoir que ce type de financement-là, disons l'autofinancement, a des conséquences sur l'activité de l'entreprise. Entre autres, nous avons l'indépendance financière de l'entreprise. Financer son activité par soi-même permet à l'entreprise de prendre des décisions qui ne sont pas vraiment contraignantes de bailleurs de fonds quelconques ou d'établissements financiers. Donc l'entreprise peut facilement mettre en place sa politique managériale. Il faut savoir aussi que l'autre conséquence, c'est que cet autofinancement-là va augmenter la capacité d'endettement de l'entreprise. En réalité, plus vous détenez de ressources propres, plus vous avez la capacité
d'emprunter. C'est-à-dire que voilà, lorsque votre activité dégage assez de ressources, lorsqu'on regarde par exemple dans votre bilan et qu'on voit au niveau du passif ou des capitaux stables, on voit les ressources propres relativement aux résultats, relativement aux réserves, au capital, et on voit que cela est élevé, donc ça augmente votre capacité d'endettement. Donc la formule que nous dégageons ici, c'est que la capacité d'endettement est égale aux capitaux propres moins les dettes financières. Capitaux propres moins dettes financières. Voilà. Ensuite, nous avons le volet sur la rentabilisation de l'autofinancement. Il faut savoir que l'entreprise, en utilisant ses fonds propres pour financer ses investissements, ne se soumet pas donc à une certaine rentabilité ou bien à un taux requis par le marché ou autre. C'est-à-dire que lorsque vous empruntez de l'argent avec un établissement financier pour pouvoir financer votre activité, vous devez dégager un profit dont le taux est supérieur au taux de remboursement ou au taux prêteur auquel vous avez eu les ressources. Mais ici donc, vous n'avez pas ce taux-là qui peut présenter un certain risque. Mais en réalité, il y a un coût implicite qui est le coût exigé par les actionnaires. Parce que ceux-là pourraient peut-être mettre leurs ressources dans une autre activité, mais s'ils décident donc de ne pas distribuer tous les bénéfices générés et qu'ils décident de relancer cela dans l'activité de l'entreprise, il y a un coût minimum donc qui est exigé par ces actionnaires. Donc on dira que l'autofinancement n'a pas de coût direct, mais un coût implicite qui est le coût exigé par les différents actionnaires. Bien. Il faut savoir aussi que au niveau toujours de on va dire des financements par fonds propres, nous avons les cessions. Les cessions, en fait, quand on parle de cession, on parle de liquidation d'éléments d'actifs immobilisés. Donc les cessions de l'actif immobilisé permettent à l'entreprise de disposer de fonds propres. Voilà. Il s'agit de quoi quand on parle de cession d'éléments d'actifs immobilisés? En fait, dans le cadre de l'activité de l'entreprise, à chaque fois que cela est possible, il y a une vente des éléments d'actifs, par exemple le matériel informatique ou le matériel automobile, tout ça. On va procéder à la liquidation et puis peut-être acquérir de nouveaux matériels. Mais lorsqu'on procède donc à la cession de ces éléments, cela génère des ressources propres. Donc, il peut y avoir cession d'éléments d'actifs du fait du renouvellement normal des immobilisations. Voilà. L'autre élément sur les cessions, c'est en fait la volonté pour l'entreprise de disposer de capitaux, ou on va dire la nécessité d'obtenir des capitaux pousse l'entreprise souvent à procéder à des cessions d'actifs qui sont plus ou moins importants au sein de l'entreprise. Donc, sous cette contrainte-là, certaines immobilisations telles que les terrains ou les immeubles peuvent être cédés pour pouvoir favoriser l'entrée de capitaux. Nous avons aussi le fait de la mise en œuvre d'une stratégie de recentrage. Vous allez voir que souvent il y a des entreprises qui ont diversifié leur activité, mais à un moment, elles viennent se concentrer sur une activité, soit la fabrication d'un produit ou bien d'un service précis. Et donc, elles délaissent certaines activités qu'elles faisaient au départ. Cela donc s'appelle une stratégie de recentrage. Et du fait de la stratégie de recentrage, l'entreprise peut procéder à des cessions d'éléments d'actifs immobilisés qui ne sont plus peut-être utiles dans le cadre des activités sur lesquelles l'entreprise va se concentrer. À partir de là, donc,
on arrive à obtenir des fonds propres pour pouvoir continuer le financement de l'activité. Ok. Le point 2 est relatif à l'augmentation par apport en numéraire. Nous allons essayer de l'introduire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modalités d'augmentation du capital. Soit l'apport en numéraire, c'est-à-dire de l'argent, par incorporation des réserves qui avaient été faites. Vous savez qu'il y a des réserves facultatives, des réserves obligatoires, il peut y avoir même des réserves statutaires. Il y a la conversion aussi de dettes ou bien la conversion d'obligations en actions. Voilà. Mais dans tous ces modes ou ces modalités d'augmentation du capital, la modalité qui permet d'augmenter le capital de l'entreprise, donc qui constate une augmentation de capital, c'est l'apport en numéraire. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles ressources financières qui sont apportées pour pouvoir permettre ou faciliter l'activité de l'entreprise. Mais lorsque vous faites une conversion de dette, vous n'avez pas forcément de nouvelles ressources. Ou bien lorsque vous incorporez vos réserves, les réserves étaient déjà là, c'est de l'argent qui était déjà disponible. Mais là, nous sommes dans le cadre de l'apport en numéraire. C'est un apport de nouvelles ressources financières qui va favoriser donc l'activité de l'entreprise. Maintenant, relativement à ça, il y a des modalités pratiques. Les modalités pratiques sur le prix d'émission, sur la prime, la période et même le DPS, c'est-à-dire le droit préférentiel de souscription, que nous allons essayer de voir dans nos séances à venir. Je m'arrête là pour attendre vos préoccupations et puis essayer d'être plus explicite sur les différentes notions que j'ai évoquées. Je vous remercie.